Voilà, maintenant on va aborder, le chapitre sur les polynômes. Entre parenthèses, bon, ce questionnaire vrai-faux de Roger Mansuy, s'adresse plutôt à des gens, qui sont au niveau licence, bon, maths sup, maths spé, par exemple, mais globalement au niveau licence. Et au niveau licence, on travaille sur R et C. Là, je me repose sur, évidemment sur ce cahier de vacances de Roger Mansuy, mais je m'adresse plutôt à des gens qui sont en train de démarrer une première année d'agrégation interne, de préparation à l'agrégation interne. Donc là, il faut aller un petit peu plus loin et il faut un petit peu aller grignoter du côté du master. Et là, au master, il faut quand même déborder un petit peu par rapport au corps R et C. On peut aussi travailler sur Q, on peut travailler sur les corps finis, surtout sur les corps de caractéristiques P, pas que sur des corps de caractéristiques nulles. Et là, il y a quand même quelque chose, des petites choses intéressantes à dire là-dessus. Donc, toujours pareil, on va regarder ce questionnaire vrai-faux. D'abord, les phrases qui sont fausses, on pourra essayer de les rectifier pour qu'elles deviennent vraies. Et puis, donc ça, c'est déjà un bon exercice. Et même celles qui sont vraies, on pourrait se demander si elles sont encore vraies en caractéristique P, par exemple, ou sur Q. C'est toujours un exercice intéressant, surtout une année d'agrégation. Alors, voilà, avant d'aborder ce chapitre, on pourra, avec profit, rappeler les définitions et caractérisations de racines multiples. Alors, et la décomposition en facteurs irréductibles dans R de x et C de x. Alors, d'abord, les définitions et caractérisations de racines multiples. Donc, supposons une racine multiple alpha d'un polynôme P, d'accord, et on a donc P de alpha égale 0 et P' de alpha égale 0. Alors, pourquoi? Parce que si c'est une racine multiple alpha, ça veut dire que, bien sûr, on sait que P de alpha égale 0, mais quand on va diviser P par x moins alpha, on sait qu'on va avoir un polynôme, et ce polynôme a encore pour racine alpha, donc P est divisible par x moins alpha au carré, et quand on va dériver P et évaluer la dérivée en alpha, on va automatiquement trouver que P' de alpha égale 0. Alors, la réciproque est vraie, et en plus, elle est vraie sur tout corps. Alors, on verra qu'elle est vraie sur tout corps euh, un peu plus tard. Pourquoi elle est vraie sur tout corps, on verra ça. Alors, on dit que A est une racine d'ordre n d'un polynôme P si x moins a puissance n divise P, sans que x moins a puissance n plus 1 ne le divise. Hein, sinon, si c'est juste x moins a puissance n qui divise P, on va dire que A est une racine d'ordre au moins n. Voilà. Alors, regardez ce qui se passe. Donc, si x moins a puissance n divise P, c'est-à-dire s'il existe un polynôme Q tel que x moins a puissance n fois Q est égal à P, alors on a une formule de Leibniz qui nous permet de regarder la dérivée km de P en fonction des dérivées successives de x moins a puissance n, qui sont faciles à calculer, et les dérivées successives de Q. Et grâce à cette formule, on arrive à voir que Pk de A, hein, voilà, est égal à 0 pour tout K, compris entre 0 jusqu'à n-1. D'accord? À n, le phénomène, bien sûr, s'arrête, a priori. Maintenant, donc ça, c'est facile, c'est juste Leibniz. Maintenant, la réciproque, on se rend compte qu'elle est un peu plus tordue, parce que si on veut partir de Pk de A égale 0 ici, pour K entre 0 et n-1, et montrer que x moins A puissance n divise P, alors il faut dégainer la formule de Taylor polynomiale. Vous avez P, vous avez donc la formule de Taylor en A, hein, P de A plus x moins A P' de A. Après, vous allez avoir jusqu'à x moins A puissance n sur factoriel n, Pn de A, voilà, hein, qui généralise.
Et puis, bon, bah, on va aller jusqu'au degré de P, puis après, de toute façon, ça va s'annuler. Donc ça nous fait vraiment une égalité. Alors c'est ça qu'on aime bien dans la formule de Taylor polynomiale, c'est qu'il n'y a pas de epsilon, hein, d'accord? C'est une vraie égalité si on va jusque-là. Et si on va jusqu'à n, eh ben, on peut juste dire qu'on a un polynôme Q ici, et qu'on peut mettre en facteur ce x moins a puissance n sur factoriel n ici, fois un polynôme ici Q, qui est de degrés qu'on peut contrôler. Et donc, vous voyez qu'à partir du moment où P k de A va être égal à 0 pour k entre 0 et n-1, ben, le premier terme s'annule, le deuxième terme s'annule, jusqu'au nème terme qui est pas écrit là. C'est parce que ça, c'est le n plus 1e terme, d'accord? Et donc, on voit, comme tous ces termes s'annulent, que x moins a puissance n divise p. Voilà. Et donc, on a la réciproque. Mais il faut faire attention, ça c'est valable en caractéristique nulle, parce que si on était en caractéristique P, ben, on serait en train de dire des bêtises, parce qu'on diviserait par P. Voilà. Et ça, on n'a pas le droit de diviser par P, parce que P c'est 0, et le grand tabou mathématique, c'est de diviser par 0. Mais attention, hein, juste la racine multiple, surtout corps, la réciproque est vraie. Alors, on peut le voir parce qu'il n'y a pas de caractéristique 1, en quelque sorte, mais on le verra autrement. Donc, la caractéristique, c'est un nombre premier, donc ça commence par 2. Les problèmes vont commencer après. Mais pour l'instant, tant qu'on regarde P de alpha et P' de alpha égale 0, là, on va avoir une bonne réciproque. Voilà, on le verra tout à l'heure, une preuve qui est convaincante. Alors maintenant, on va parler de la décomposition en facteurs irréductibles dans R de x et C de x. Voilà, alors en ce qui concerne P dans C de x, il n'y a aucun problème, C est algébriquement clos, donc un polynôme va se décomposer en facteurs irréductibles, évidemment. Tous les facteurs irréductibles sont de degré 1, c'est presque la définition d'être algébriquement clos. Et R n'est pas algébriquement clos, donc bon, en fait, on voit qu'il va y avoir un petit problème. Regardons-le. Donc d'abord, on prend P dans R de x, et donc P va se décomposer dans C, puisque on plonge R dans C, donc P, R de x est plongé dans C de x, et donc on a P qui peut s'écrire sous la forme A fois un produit de x moins alpha i. Les alpha i sont les racines, a priori, dans C de P, et petit a, ça va être le coefficient dominant. Donc ça, c'est assez clair. Et le coefficient dominant, il est dans R, donc ça ne pose pas de problème. Alors maintenant, il y a deux choses l'une, soit alpha i est dans R, soit il n'est pas. Bon, s'il est dans R, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire on divise P par x moins alpha i, et le quotient va être encore sur R. Ça, c'est une propriété des corps, hein, voilà, dont on va voir tout à l'heure que ce n'est pas partagé avec les anneaux, hein, avec les entiers, par exemple. Mais ici, alpha i, s'il n'appartient pas à R, alors dans ce cas-là, on voit qu'il y a une deuxième racine gratuite. Finalement, ce n'est pas de chance, mais on a de la chance dans notre malheur, c'est qu'il y a une deuxième racine gratuite, c'est alpha i bar, donc le bar complexe, hein, donc le morphisme bar, qui va être également une racine de P. Pourquoi? Parce que si P de alpha i égale 0, et alors P de alpha i, le tout bar, est égal à 0 aussi, c'est 0 bar, ça fait 0, et P de alpha i bar, c'est en quelque sorte P bar de alpha i bar. D'accord? Ou P bar, c'est le polynôme, mais on a remplacé les coefficients par l'image de ces mêmes coefficients par bar. Mais comme ils sont tous réels, voilà, P bar, c'est P. Hein, d'accord? Parce que c'est même une caractérisation des réels dans C, c'est qu'ils sont bar invariants. Donc, on a donc P de alpha i bar, et donc P de alpha i bar est égal à 0. Voilà. Donc, maintenant,
qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on va pouvoir regrouper, hein, dans P, x moins alpha i et x moins alpha i bar. Voilà, donc ça c'est bien. On est toujours dans le cas où alpha i n'est pas dans R, parce que quand il est dans R, il y a pas de problème. Et avec x moins alpha i et x moins alpha i bar, ben, globalement, ils se complètent, hein, en quelque sorte, pour former un polynôme réel. A priori, les deux, chacun d'entre eux n'est pas réel. A priori, quand on va les multiplier, ça va nous faire un polynôme réel. Alors, calculons ce polynôme réel. Ça, c'est quelque chose à bien photographier. Ça fait x2 moins 2 parties réelles de alpha i x plus module de alpha i carré. Hein, d'accord, vous développez ça. Et là, vous voyez bien qu'on a un réel, et ici, on a un réel, puisque c'est un module au carré. Bien. Par exemple, si alpha i, il est de la forme exponentielle de i θ, hein, d'accord, donc ici, on va avoir le moins 2 cosinus θ, et ici, on va avoir 1, tout simplement. Et là, c'est une formule encore plus remarquable qu'on trouve assez souvent dans les polynômes sur C. Alors maintenant, on va pouvoir regarder P dans sa décomposition. Il va y avoir petit a, il va y avoir les facteurs x moins alpha i avec alpha i réel, et puis il va y avoir les facteurs qu'on va regrouper. Alors, je vais prendre un des deux qui va être un représentant des deux, c'est celui qui va avoir la partie imaginaire strictement positive, hein, d'accord? Il y en a un qui va avoir une partie imaginaire strictement négative et l'autre strictement positive, puisque alpha i n'est pas dans R, et donc on va prendre le produit de ces choses-là. Voilà. Ici, j'ai oublié de mettre le carré, donc faut que je... Voilà, bon, pensez à le mettre. C'est une typo, ça arrive. Vous pouvez vérifier d'ailleurs que ici, vous avez un polynôme de degré 2, mais à discriminant négatif. Quand vous allez calculer le discriminant, vous allez avoir 4 facteurs de la partie réelle de alpha i au carré moins, donc le 4 étant facteur de tout, hein, moins alpha i carré, ici, parce que j'ai oublié de mettre un carré. Et donc, évidemment, par exemple, par l'inégalité triangulaire, on peut voir que le discriminant est négatif. Et ce qui est normal un petit peu, hein, puisque ces racines sont des racines qui ne sont pas réelles. Donc, vous pouvez remarquer que, alors c'était facile de remarquer que x moins alpha i est un polynôme irréductible, évidemment, quand alpha i est réel, c'est un polynôme irréductible réel. X2 moins 2 parties réelles de alpha i x plus module de alpha i carré est aussi un polynôme de degré 2, là cette fois-ci irréductible. Pourquoi? Parce que s'il se réduisait, il se réduirait en polynôme de degré 1, donc il aurait des racines réelles, donc il est irréductible, attention, hein, sur R, je précise. Donc ça, c'est irréductible sur R. Et donc, ça va faire que on voit que réciproquement, hein, tous les polynômes irréductibles sur R sont soit de degré 1, soit de degré 2, avec delta négatif. Puisque, à partir du moment où il est irréductible sur R, eh ben, P va être égal à un de ces facteurs, un seul de ces facteurs. Donc, il est soit de cette forme-là, soit de cette forme-là. Donc, on a la réciproque. Pour ce qui est de, si on remplace R par C, alors on n'a que des polynômes de degré 1, irréductibles, mais si on remplace R par Q, alors les polynômes peuvent être de degré quelconque, les polynômes irréductibles sur Q peuvent, eux, être de degré quelconque. Hein, voilà. Vous allez, par exemple, avoir x4 plus 1, hein, voilà, qui va être un polynôme qui lui, se réduit sur R, évidemment, hein, puisqu'il se réduit en produit de deux polynômes irréductibles de degré 2, mais sur Q, il ne se réduit pas. Et on peut avoir ça dans tous les degrés. Voilà. Pareil pour Z sur PZ, c'est exactement la même chose. C'est bon à savoir. Voilà.
Donc déjà, ça, c'est dit. Et puis, on va repartir sur le test vrai-faux. Alors le voilà, je vous laisse le faire par vous-même, hein. Faites un arrêt sur image et puis vous le faites tranquillement. Bien, on va corriger maintenant. Pour tout P, Q de R de X, tel que le degré de P est différent du degré de Q, alors le degré de P plus Q est égal à max de degré de P et degré de Q. Bon, bah, ça, oui, c'est un grand classique. C'est valable sur n'importe quel corps. Il faut faire attention que quand les degrés sont égaux, ben, ici, on se met à avoir une inégalité, au sens large, évidemment. Prenez P et moins P, voilà. Vous verrez tout de suite un problème. Alors, bon, pour tout P dans R de X, degré de moins P est égal à moins degré de P. Bon, bah non, évidemment, parce que le degré, voilà, c'est positif, sauf quand c'est moins l'infini, juste pour 0. Donc ça risque pas de marcher. Pensez surtout que le degré, finalement, il se comporte un petit peu comme un logarithme, puisque le degré de P fois Q, c'est le degré de P plus le degré de Q. Il a ce comportement logarithmique, et là, intuitivement, il ne faut pas tomber dans le panneau. Ça, c'est un logarithme, il ne fait pas ce genre de choses. Ça, c'est faux. Un polynôme constant est de degré nul. Alors, on aurait envie de dire vrai, sauf que le polynôme nul, il est constant et il est de degré moins l'infini. C'est pour justement faire marcher toutes ces choses-là. Donc, je mets faux, mais c'était presque vrai. Bon, alors tout ça, on peut être sur n'importe quel corps, hein. Le reste, dans la division entre deux polynômes à coefficient entier, est un coefficient entier. Bon, ben là, non. Ça, non. Il se trouve qu'on a une division euclidienne. On dit que k de x, parce que je parle de k, c'est pas pour sortir de R et de C, k est un corps. Si k est un corps, k de x est euclidien. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un reste, et ce reste reste bien dans le corps. En revanche, un anneau, si A est un anneau, A de x n'est en général pas euclidien. On a même un théorème qui dit que A de x est un anneau principal si et seulement si A est un corps. Et dans ce cas-là, c'est un anneau euclidien. Donc, vous voyez que quand on a Z à la place de A, hein, donc Z de x n'est pas euclidien. Voilà. Alors maintenant, on peut se convaincre un petit peu plus facilement. On va donner comme contre-exemple x par 2x plus 1. Alors, qu'est-ce que ça va donner? X par 2x plus 1, ça fait x égale 2x plus 1, ben forcément fois 1 demi. Et donc, maintenant, il va falloir enlever 1 demi. Donc, le reste, c'est moins 1 demi. Et donc, le reste n'est pas un coefficient entier, ni d'ailleurs le quotient. Voilà. En revanche, si j'avais dit le reste dans la division d'un polynôme à coefficient entier par un polynôme unitaire à un coefficient entier, alors là, on se rend compte avec l'algorithme de la division euclidienne que ça aurait fonctionné. Mais là, c'est faux. Dit comme ça, c'est faux. Il faut préciser que comment on appelle ça, le diviseur, hein, il y a le dividende et le diviseur, que le diviseur, qui est un coefficient entier, doit être en plus de ça unitaire. Et là, ça marche. Et c'est très important, hein, ça c'est quelque chose qui sert très très souvent. Si z dans C est racine du polynôme P dans C de x, alors z bar l'est aussi. Ben non, vous prenez le polynôme x moins i, il a i pour racine, et mais i bar, c'est-à-dire moins i, n'est pas racine. Donc, en fait, c'était pour créer un petit piège. En fait, il faut regarder ça sur R,
pour que ce soit vrai. On l'a vu tout à l'heure, hein. Donc, si z dans C est racine du polynôme P dans R de X, alors z bar aussi, là, ce serait vrai. Voilà. Sur un autre corps, de toute façon, ça n'a aucun sens, parce qu'il y a pas de, ça n'a de sens que si on est sur R, sur C, voilà. Donc, il n'y a pas de barre sur les autres corps, a priori. Un polynôme P de R de X de degré impair admet au moins une racine réelle. Ben oui. Et là, ce qui est marrant, c'est que on sort de l'algèbre. C'est un théorème d'analyse, hein. A priori, tout ça, c'est de l'algèbre, ce qu'on fait, hein, mais c'est de la divisibilité, des degrés, des divisions euclidiennes, des entiers, etc. Mais ça, c'est une question d'analyse, en fait. Et donc, on revient au problème qu'une fonction polynôme est continue. Et comme on a un degré impair, ben on va forcément passer de négatif à positif ou de positif à négatif, parce qu'il n'y a qu'à voir les limites en l'infini et en moins l'infini. Et donc, on va avoir des valeurs positives du polynôme, de la fonction polynôme, et des valeurs négatives. Et par continuité, on va forcément avoir au moins une racine réelle. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose que les algébristes n'auront jamais. On ne peut pas le faire sans analyse. Mais en même temps, c'est quelque chose de typique de R qui a été fabriqué avec de l'alchimie analytique. Voilà. Soit n strictement supérieur à 2, le polynôme xn moins nx plus 1 est à racine simple dans C. Regardons ce qui se passe pour n égale 2, juste pour rigoler. X2 moins 2x plus 1, bah, c'est x moins 1 carré, ce n'est pas à racine simple. Donc là, il y a un garde-fou. Déjà, rien que le fait de mettre un garde-fou comme ça, on a envie de dire c'est vrai, bah, on va montrer que c'est vrai, d'accord? Mais là, c'est un petit peu plus difficile. Bon, alors, regardons donc ce polynôme xn moins n plus 1. Donc, et on veut, par l'absurde, montrer qu'il n'a que des racines simples. S'il avait des racines multiples, alors il existerait alpha tel que p de alpha est égal à p' de alpha est égal à 0. Donc, vu que p' c'est n xn moins 1 moins n, on aurait un alpha tel que alpha puissance n moins 1 est égal à 1. Parce qu'on simplifie par n. On peut le faire parce que n est non nul, n est strictement supérieur à 2. Et donc maintenant, quand je substitue ici, je vais écrire que p de alpha égale 0. Je vais écrire alpha n moins n alpha plus 1 égale 0. Mais alpha n, c'est alpha facteur de alpha n moins 1. Donc ça fait juste alpha moins n alpha plus 1 égale 0. Et donc, il vient que n est égal à 1 sur n moins 1. Puis, quand vous reportez cette égalité là-dedans, vous avez n moins 1 puissance n moins 1 égale à 1. Bon, là, il n'y a que 2 qui marchent, parce que 2, ça marche effectivement, ça on l'a vu, mais on avait dit que n était strictement supérieur à 2, et strictement supérieur à 2, ben ça, forcément, c'est strictement supérieur à 1, donc c'est absurde, et voilà. Donc on a vu que c'est vrai, il n'y a que des racines simples grâce à ce petit calcul. Maintenant, je voudrais vous amener vers quelque chose de classique, que le discriminant d'un polynôme. Qu'est-ce que c'est que le discriminant? À quoi il sert? C'est le moment quand même d'en parler. Le discriminant, bah, c'est le produit. Alors, on suppose qu'on a ordonné les racines de P, toutes les racines de P complexes, si vous voulez, et on a alpha 1, alpha 1 jusqu'à alpha n. Et donc, le discriminant, c'est le produit des alpha i moins alpha j au carré. Et on peut se rassurer sur le fait que ça ne dépend pas, parce que c'est le discriminant du polynôme, et non pas du polynôme muni d'un ordre sur ses racines, hein. Donc c'est le discriminant d'un polynôme, et ça ne dépend, hein, que des racines, et non pas de l'ordre qu'on a mis dessus. C'est-à-dire que si vous échangez, par exemple, alpha i et alpha j, eh ben, avec le carré, on voit qu'on ne le verra pas, hein, d'accord, que vous l'avez échangé. Donc ça ne dépend pas de l'ordre qu'on a mis sur les racines, hein, puisque toutes les permutations possibles des racines peuvent se faire avec des petits échanges comme ça, élémentaires.
Alors maintenant, un grand classique que j'aime bien, c'est de calculer le discriminant de xn plus px plus q. Ça vaut le coup de regarder ça. Et en fait, ce discriminant, il est égal à moins 1 puissance n facteur de n moins 1 sur 2, facteur de n puissance n, qn moins 1, moins 1 puissance n moins 1 puissance n moins 1, pn. Voilà. Alors, je vous propose une petite preuve. Vous avez parmi ces classiques le cas n égale 2, bien sûr, où vous allez retrouver pour n égale 2, là, ici vous allez avoir un moins, là vous allez avoir 4q et moins B2, P2, disons. Donc ici, effectivement, ça va faire, avec le moins devant, B2 moins 4Q, c'est bien le discriminant tel qu'on le connaît. Maintenant, pour P égale 3, vous avez un autre classique, hein, donc ici, vous allez avoir un moins, parce que pour 3, vous allez avoir 3 qui va survivre ici, et la 2 sur 2 qui va disparaître, donc moins 1 puissance 3, vous avez un moins, et vous allez avoir 27Q2 plus 4P3. Donc 4P3 plus 27Q2 avec un moins devant. Voilà. C'est le discriminant de ce polynôme. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours, avec un petit changement de variable inoffensif, quand on a un polynôme de degré 3, se ramener à un polynôme comme ceci, hein, quitte à faire un petit changement de variable de la forme y égale x moins petit a. Voilà. Alors maintenant, on va montrer ça. Comme P est unitaire, voilà, P est égal au produit des x moins alpha i, voilà, des racines avec un 1 devant, puisque c'est unitaire. Et on commence par l'identité P' sur P égale somme de 1 sur x moins alpha i. Il faut bien la photographier, cette identité. C'est juste celle-ci où on a pris la dérivée logarithmique. Donc la dérivée logarithmique, c'est P' sur P. Et comme c'est la dérivée du logarithme, le logarithme il transforme le produit en somme. Et donc on va avoir une somme de dérivées logarithmiques. Et ici, c'est 1 sur x moins alpha. Donc ça, c'est très facile à obtenir. Et maintenant, je vais multiplier par P. Je vais remplacer par P par le produit des x moins alpha i. Ça va faire que P', c'est la somme des produits de x moins alpha k avec k différent de i. Maintenant, je vais évaluer P' en alpha j et je vais avoir alpha j moins alpha k. Bon, là, j'ai remis i. Voilà, alpha j moins alpha i, donc avec i différent de j. Tous les autres termes s'annulent. Voilà, il va rester qu'un seul terme qui va survivre. Voilà. Donc ça, on va le garder de côté. Et maintenant, on va prendre D2P, on va reprendre la définition. Et là, je vais faire un petit changement. Bon, c'est juste un changement de signe, hein, c'est inoffensif. Mais si vous prenez alpha 1, vous prenez là ici alpha 1 moins alpha j, vous allez avoir, si vous voulez vous ramener, au lieu de prendre i différent de i strictement inférieur à j, vous voulez i différent de j, avec tous les ij, d'accord? Mais cette fois-ci, alpha j moins alpha i. Donc vous allez retrouver alpha j moins alpha i, facteur de alpha i moins alpha j, d'accord? Ce qui va faire alpha i moins alpha j au signe près. Et donc, pour tout i, vous allez regarder les j qui sont plus grands que i, il va y en avoir n moins i. Et donc, vous allez devoir accumuler, hein, des changements de signe pour passer de là à là. Donc, on va avoir en puissance une série arithmétique et qui va nous donner n-1 sur 2 ici. Bon. Et comme ça, on va retrouver un produit là. Et maintenant, je regarde pour j donné. Ben, pour j fixé, je vais avoir un produit de alpha j moins alpha i, où i est différent de j, mais ça, c'est P' de alpha j. Donc maintenant, je peux dire que c'est le produit indice j, pour j égale 1 à n, si vous voulez, de P' de alpha j. Voilà. Donc déjà, hein, on s'est ramené à ça. Maintenant, il suffit de calculer le produit des P' de alpha j. Et en fait, il suffit de montrer que le produit des P' de alpha j, c'est ce facteur
qu'on a là, puisque là, on a déjà compris d'où venait ceci. Alors ici, pour montrer ça, bah, déjà, je vais calculer P' de alpha J. Alors regardez, là, il y a une jolie astuce. P' de alpha J, c'est N alpha J puissance N-1 plus P. Bah oui, d'accord, puisque quand vous dérivez ce polynôme, vous avez N x N-1 plus P. Donc vous évaluez ça en alpha J. Donc maintenant, je fais, bon, alpha J puissance N-1, eh bien, étant donné qu'alpha J, c'est une racine de P, alors c'est facile de voir en reportant voilà, le fait que P de alpha J égale 0 ici, que alpha J puissance N-1, c'est P, c'est moins P alpha J plus Q sur alpha J. Voilà. Donc là, on fait un petit peu de ménage. On a alpha J qui se simplifie juste ici. Et là, il va y avoir un P ici. Donc, il va y avoir moins facteur de n-1 P. Et là, il va nous rester moins NQ sur alpha J. Bon, il y a cette parenthèse qui n'a rien à faire là, c'est pas grave. Ici, on met en facteur n-1 P sur alpha J pour obtenir finalement le moins ici qui reste NQ sur N-1P, parce qu'on a mis le alpha J au dénominateur en facteur, donc ici, et moins alpha J qui va venir là. Alors, maintenant, pourquoi on l'a mis sous cette forme? Vous allez voir que pour le produit indice J, c'est parfait. Parce que quand vous allez calculer le produit des P' de alpha J, ça va faire le produit de ces choses que l'on a calculées ici. Donc ici, comme il y a n facteurs, ici je vais sortir n-1 puissance n, p puissance n, et le produit des alpha J. Mais le produit des alpha J, c'est moins 1 puissance n q d'après les relations coefficients racines. Vu qu'on a un polynôme, il est où le polynôme? Il est là, il est unitaire, et donc on a moins 1 puissance n q sur 1. Donc ici, c'est ça le produit des alpha J. Donc on a ça. Maintenant, donc on a sorti ça du produit. Maintenant, on a le produit. Et ici, voilà. Et ici, on va avoir le produit de ça, de ce truc-là, moins alpha J. Donc ça, c'est toujours le même élément, moins alpha J. Mais on va ressortir le fait que P est égal au produit des X moins alpha I. On remplace I par J ici. Et donc, quand on évalue en moins NQ sur N-1P, on va avoir exactement ça. Donc, le produit ici, pour tous les J de 1 à N, d'après cette formule, ça va nous donner P de moins NQ sur N-1P. Voilà, c'est assez joli. Donc ici, on a dit qu'on avait ça, et ici, on va avoir, maintenant, je sais que P, c'est Xn plus Px plus Q, et donc je vais avoir moins 1 puissance n, donc à cause du moins ici, là, ce truc-là, puissance n, et puis, voilà, je vous laisse vérifier, et puis après, on redistribue, il n'y a rien de très intéressant, et on retrouve bien ce qu'on voulait. Bon, on a fait un long détour, mais c'était des choses assez intéressantes. Donc, on revient de ce long voyage dont on était parti à partir de cette question-là. On continue. Alors maintenant, on attaque cette question. Un complexe Z est une racine multiple du polynôme P si et seulement si P' de Z égale 0. C'est méchant. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'il faut aussi que P de Z soit égal à 0, évidemment. Donc, c'est P de Z égale 0 et P' de Z égale 0. Ici, attention. Mais, d'une part, on corrige, ce serait vrai si on avait P de Z égale 0, et ce serait vrai sur tout corps. C'est ça qui est important. Alors, maintenant, les racines du polynôme x 2n moins 1 sont simples. Là, c'est facile parce qu'on va se servir du critère de tout à l'heure.
Alors, donc on veut avoir alpha puissance 2n moins 1 égale 0 et la dérivée, ce qui s'annule en alpha, c'est-à-dire alpha puissance 2n moins 1, voilà, 2n alpha puissance 2n moins 1 égale 0. Donc, on suppose qu'on est sur R et C, donc en caractéristique nulle. Donc, ça nous fait alpha 2n moins 1 égale 0, ça fait alpha égale 0, mais 0 n'est pas racine du polynôme. Il est racine du polynôme dérivé, mais pas de ce polynôme. Donc, finalement, ça veut dire qu'il est absurde de penser qu'elle ne serait pas simple. Voilà. En gros, hein, c'est un peu tordu, mais c'est comme ça. Et donc, les racines du polynôme x2n-1 sont simples. Et ce n'est pas le 2, je pense qu'il y avait un piège à nous faire penser, on a mis un 2, si ça avait été n, ce serait simple, mais là, il y a un 2. Donc, c'est quand même vrai. Voilà. Mais attention, en caractéristique P, comme la dérivée, c'est 2n x puissance 2n moins 1, et ben, la dérivée peut s'annuler à cause de ce 2n. Parce que si p, petit p, hein, divise 2n, et ben, là, ça va s'annuler. Voilà. Toujours pareil, hein, on essaye de regarder ça dans une vision de master. Ensuite, le polynôme x2 plus x plus 1 est irréductible dans R de x. Ben, oui, on prend le discriminant et il est négatif, d'accord, parce que c'est 1 moins 4, et donc ça fait moins 3. Il est négatif, donc, alors comment, attention le raisonnement, hein, si il était réductible, alors il se réduirait en facteur de degré 1, parce qu'il est de degré 2. Donc forcément, ce serait 2 facteurs de degré 1. Et 2 facteurs de degré 1, ça voudrait dire qu'il aurait des racines. Parce qu'à chaque fois qu'on a un facteur de degré 1, on a une racine. Or, il n'a pas de racine parce que le discriminant est négatif. Voilà le raisonnement. Maintenant, on peut pousser et puis se poser la question, si on est sur un corps quelconque, eh ben, on a toujours le discriminant, la formule le- la décomposition canonique, hein, du trinôme marche encore, et donc on aurait, il faudrait que moins 3, mais alors sur un corps quelconque, il n'y a pas d'ordre, hein, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif. Mais par contre, ce qui nous intéresse dans le fait d'être positif, c'est juste d'être un carré, et négatif de ne pas être un carré. Donc en fait, c'est ça le truc, hein, on veut que le discriminant soit un carré. C'est ça en fait ce qu'on veut au départ. Donc en fait, il est irréductible dans K de x, si et seulement si moins 3 n'est pas un carré de K. Voilà en gros la réponse finale. Mais là, c'est vrai. Et x4 plus x2 plus 1 est irréductible dans R de x. Ben, on a vu que les seuls polynômes irréductibles de R de x, c'était des polynômes de degré 1 et des polynômes de degré 2 à discriminant négatif. Et donc, celui-ci ne peut pas être irréductible. On l'a vu tout à l'heure au moment des révisions. Voilà. Et là, on a terminé.